Dans le musée le plus vaste du monde, le musée du Louvre, à Paris, plus de 12 000 peintures sont exposées. Chaque année, plusieurs millions de visiteurs découvrent dans cette collection l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Le radeau de la Méduse. Mais qui est l'auteur de ce tableau ? Celui qui est à l'origine de ce tableau s'appelle Théodore Géricault. Il est né à Rouen en 1791 et il est mort à Paris en 1824. Il n'avait que 32 ans. Il devient célèbre à l'âge de 21 ans pour la réalisation d'une scène militaire et équestre en mouvement intitulée « Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale Chargent ». Il fréquente des artistes romantiques célèbres comme Eugène Delacroix et Ary Scheffer. Passionné par la Renaissance, il décide de partir en Italie en 1816. Il découvre les chefs-d'œuvre de Michel-Ange et du Titien. Mais c'est aussi en Italie que Géricault rencontre l'un des peintres français les plus célèbres de son temps, Ingres. Les deux peintres font connaissance à la Villa Médicis, qui a pour but d'accueillir des artistes français afin qu'ils puissent se consacrer à la copie de l'antique ou des maîtres de la Renaissance. Après son séjour en Italie, Géricault réalise son tableau le plus célèbre en 1819, le radeau de la Méduse. Lors de sa présentation, le tableau choque le public français. Exposé par la suite à Londres, l'œuvre de Géricault suscite l'enthousiasme du public britannique. Quel événement Géricault met-il en scène ? Pourquoi ce tableau a-t-il suscité autant de controverses ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le radeau de la Méduse a suscité des polémiques en France lors de sa première exposition parce qu'il s'agit de la première représentation d'un fait divers, ce qui n'était pas habituel. On représentait plus souvent des événements historiques grandioses. Par ailleurs, les personnages représentés par Géricault ne sont pas connus. Ce ne sont ni des princes ni des héros bibliques ou mythologiques. Il s'agit d'individus issus du peuple. Ce parti pris du peintre a choqué à l'époque. Enfin, il s'agit d'un fait divers sordide qui a défrayé la chronique et qui a fragilisé l'adhésion de l'opinion publique à la restauration du régime monarchique par Louis XVIII après la chute de Napoléon Ier. Mais pourquoi appelle-t-on ce tableau le radeau de la Méduse ? Le radeau de la Méduse illustre le naufrage d'une frégate française le 2 juillet 1816. Ce naufrage a fait plus de 160 morts et a provoqué un véritable scandale en France. Nous connaissons le récit exact de ce qu'il s'est passé grâce au témoignage de 2 survivants, le chirurgien Savigny et le géographe Coréard. Mais pourquoi ce fait divers a-t-il fait trembler la monarchie ? Rappelons le contexte. Après la chute de Napoléon Ier en 1814, Louis XVIII, le frère de Louis XVI qui fut décapité pendant la Révolution, récupère le trône. C'est le retour de la monarchie en France, et on appelle ce retour de la monarchie la Restauration. Après le retour de la monarchie, la France récupère les comptoirs français au Sénégal. Louis XVIII envoie donc 4 navires au Sénégal afin d'organiser la gestion et l'exploitation de la colonie. Parmi ces 4 navires, il y a le Méduse. Ce navire est confié au commandement d'un homme particulièrement orgueilleux, Hugues Duroy de Chaumareix. Hugues Duroy de Chaumareix fuit la France pendant la Révolution. Il est ce qu'on appelle un exilé. Il revient en France pendant la Restauration et il revendique le commandement du Méduse. Or, Chaumareix n'a pas navigué depuis 25 ans. Soucieux de s'attirer le soutien de la vieille noblesse, Louis XVIII lui accorde pourtant le droit de commander ce navire. Et Chaumareix veut arriver le premier au Sénégal. Mais comme il est inexpérimenté, pour ne pas dire incompétent, Chaumareix dévie de sa route initiale de 160 km. C'est le début de la catastrophe.
Perdus au large des côtes mauritaniennes, 233 passagers, dont Chaumaré et sa famille, décident de quitter le navire. 17 marins sont désignés pour rester sur le navire afin de le ramener à bon port. Et 149 marins et soldats se concentrent sur un radeau de fortune. La tragédie peut commencer. Sur le radeau de fortune, les 149 passagers doivent se partager 25 livres de biscuits, c'est-à-dire 11 kilos de biscuits. Ils ont également à leur disposition 2 barriques d'eau et 6 barriques de vin. Mais dès les premiers jours, dans la panique générale, les barriques d'eau et les biscuits tombent à la mer. On parvient à récupérer les biscuits, mais ce n'est plus qu'une pâte informe et salée que les survivants vont se disputer. Très vite, sous l'effet de la terreur, de la chaleur, de la soif et de la faim, les passagers du radeau vont tous lutter les uns contre les autres pour espérer survivre. Et dès la première nuit, 20 hommes se donnent la mort. Et dès le 4e jour, les premiers cas d'anthropophagie apparaissent. Les naufragés, désespérés, commencent à manger leurs camarades morts. Sur ce détail du tableau de Géricault, on aperçoit une hache. Le peintre a décidé de représenter cette hache pour faire écho à la violence des premiers jours et notamment au cannibalisme des naufragés. Ainsi, une semaine plus tard, on ne compte que 27 survivants. Et le 17 juillet 1816, il ne reste plus que 15 survivants. Alors que les naufragés sont désespérés, ils vont être sauvés in extremis par un des 4 navires de la flotte, l'Argus, qui accueille les 15 rescapés. Sur ces 15 rescapés, 5 meurent d'épuisement sur l'Argus. Le naufrage de la Méduse est donc bel et bien ce que l'on pourrait appeler une catastrophe humanitaire et politique. Mais comme nous allons le voir, le tableau de Géricault illustre un moment particulier de cette tragédie. Géricault choisit en effet de représenter le moment où les naufragés reprennent espoir et s'associent entre eux pour être vus de l'Argus qui apparaît à l'horizon. L'occasion pour nous de nous interroger sur ce problème redoutable. Comment passer du seul parmi tous au seul avec tous ? Autrement dit, comment passer de l'individualisme à la solidarité, de la liberté à la fraternité ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'analyser plus en détail le tableau. Quelle a été la démarche de l'artiste ? Tout d'abord, ce qui intéresse Géricault en réalisant ce tableau, c'est la réalité. L'artiste souhaite coller le plus possible à la réalité. Pour cela, il effectue des recherches sur le fait divers. Il lit le témoignage des rescapés, ce qui le bouleverse profondément. Ensuite, l'artiste se fait observateur. Il se rend régulièrement dans l'hôpital qui se situe à côté de son atelier afin d'observer le phénomène de rigidité cadavérique. Il emporte avec lui des morceaux de cadavres, de bras, de mains, de pieds qu'il observe scrupuleusement dans son atelier. Mais Géricault ne s'arrête pas là. Avec l'aide d'un charpentier et des 2 survivants qui ont témoigné, Savigny et Coréard, il reconstruit dans son atelier un modèle du radeau, et chaque élément est pensé. Ensuite, il fait poser des modèles, il réalise un dossier documenté, et il se rend au Havre pour observer la mer et le ciel. Il va même séjourner en Angleterre, afin d'observer la Manche, et afin de s'inspirer des scènes de naufrage peintes par les plus grands artistes. Géricault cherche notamment à s'inspirer des toiles de Turner. Ce goût pour les scènes de naufrage correspond à une expérience que les romantiques appellent l'expérience du sublime. De quoi s'agit-il exactement ? Un des premiers penseurs à avoir mobilisé la notion de sublime est le philosophe allemand Emmanuel Kant dans son ouvrage intitulé « La critique de la faculté de juger » paru en 1790. Qu'est-ce que l'expérience du sublime ? Il s'agit de la prise de conscience du spectateur, de sa fragilité et de l'illimité. Kant donne l'exemple du spectacle de l'océan en furie. Quand nous regardons la représentation d'un naufrage, nous sommes face au chaos. Notre imagination est confrontée à ses propres limites et nous prenons conscience que nous ne sommes rien face à la nature.
Mais la prise de conscience de notre fragilité, de notre petitesse, est la preuve que notre esprit est plus vaste que la nature. La prise de conscience de notre petitesse est une marque de la grandeur de l'esprit humain. Le sublime est une preuve de la faculté de penser, et la faculté de penser est supérieure à la nature et au chaos. Pourquoi peut-on dire que le radeau de la Méduse est une œuvre romantique ? Tout d'abord, la palette de Géricault est assez sombre. Elle se caractérise par une dominante d'ocre jaune et rouge, de bleu de Prusse, de noir et de bitume de Judée. Ensuite, les personnages se caractérisent par leur théâtralité. L'artiste les a fait poser séparément et ils sont à l'échelle humaine, afin que le spectateur puisse s'identifier tout en se sentant envahi par le tableau. Par ailleurs, le tableau met en scène la lutte entre le désespoir et l'espoir. La structure du tableau est ternaire. Le premier triangle est composé de personnages désespérés. Le deuxième triangle met en scène des personnages qui se relèvent. Le dernier triangle représente des personnages pleins d'espoir. Les personnages sont placés de telle sorte que l'ensemble indique le chemin qui va de la mort vers la vie. On distingue 4 groupes. Le premier est rattaché aux morts, le second mime une résurrection, le troisième est tourné vers le quatrième qui est motivé par l'espoir d'être secouru. L'œil du spectateur évolue de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, qui symbolise le chemin de la mort vers la vie. L'espoir est infime, mais il apparaît à l'horizon. C'est l'Argus qui se dirige vers le radeau. Ce tableau est ainsi une œuvre révolutionnaire. Les corps représentés sont athlétiques. On retrouve l'influence de Michel-Ange. Et l'ensemble de la composition repose sur des contrastes violents entre les couleurs qui symbolisent l'opposition entre la mort et la vie. Mais qu'y a-t-il de choquant dans cette composition axée sur le conflit entre l'espoir et le désespoir ? En fait, on peut voir dans ce tableau un message politique. En effet, parmi les personnages, on distingue 3 figures d'hommes noirs dans les 3 plans du tableau. Surtout, l'homme qui est au-dessus de tous les autres est un noir. Celui qui a servi de modèle s'appelait Joseph. Il était originaire de Saint-Domingue et il était un ami de Géricault. Qu'y a-t-il de choquant à représenter des hommes noirs ? Nous sommes en 1819. Or, l'esclavage a été rétabli par Napoléon Ier et il faut attendre Victor Schœlcher qui abolit définitivement l'esclavage en France en 1848. Par ailleurs, dans ces hommes du peuple qui s'associent par-delà leurs différences de couleur, on peut voir un éloge de la fraternité républicaine, à une époque où la France est redevenue une monarchie. Allons plus loin encore. Qu'est-ce que le tableau de la Méduse ? C'est une allégorie de la France. Géricault nous délivre un message clair. La France est un radeau, et elle ne pourra survivre que si les citoyens font preuve de fraternité. La France sera fraternelle ou ne sera pas. Ce tableau de Géricault a d'ailleurs inspiré la liberté guidant le peuple de Delacroix. D'ailleurs, Delacroix a servi de modèle pour le radeau de la Méduse. On retrouve les mêmes chaussettes au pied des cadavres dans les 2 tableaux, et les 2 tableaux reposent sur une structure pyramidale avec un symbole politique à leur sommet. En conclusion, quelle leçon peut-on tirer de ce tableau ? Tout d'abord, l'individualisme ne permet pas à une société de survivre. Pour survivre, la fraternité doit être notre boussole. Ensuite, l'étude de ce tableau soulève un certain nombre de questions. Peut-on fonder une communauté sans utiliser la violence ? Peut-on fonder une communauté sans conflit ? Comment articuler liberté individuelle et fraternité ? Nous essaierons de répondre à ces questions dans les prochaines séances.
En attendant, vous devez faire le quiz suivant en entrant le code qui s'affiche sur votre écran. Bonne chance! Aujourd'hui, le radeau de la Méduse de Jéricho continue de nous interroger. Qui sont les naufragés ? On peut voir dans ce tableau autre chose que la représentation d'un fait divers, autre chose même que l'allégorie de la France. Nous sommes tous, en tant qu'individus dans une société globalisée, des naufragés. Serons-nous capables de trouver une organisation politique permettant de vivre fraternellement ? Car nous sommes tous sur le même radeau, la planète Terre perdue dans un océan de galaxies. Saurons-nous faire preuve de fraternité pour survivre ? Aurons-nous le courage de nous entendre et de nous associer pour créer une société humaine en paix ?